Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir, c'est l'heure de prendre de la hauteur avec celles et ceux qui vont au bout d'eux-mêmes. C'est Excellent sur Sud Radio. Le comédien et metteur en scène Nicolas Briançon est sur tous les fronts en cette saison 2025. Alors il y a la mise en scène du journal d'une femme de chambre au Théâtre Montparnasse jusqu'au 22 juillet. Il y a un rôle aussi dans Monstre Sacré avec Renata Lidvi Nova, qu'on retrouve le 25 mai. Merci, vous m'avez aidé à descendre l'escalier. Ça sera au Théâtre Hébertot. Et puis Nicolas, on va aussi vous voir au casting de Flash W avec Miu Miu, c'est le 28 mai à 21h10 sur France 2. Il y a le tournage en ce moment pour HBO dans Belphégor avec Horatica, Vincent Elbaz. Puis sans oublier que vous serez à la prochaine édition du festival Nava, ça en fait. Je suis certaine que j'en oublie, c'est excellent. Bienvenue sur Sud Radio, Nicolas Briançon. Merci. Avec plaisir. Elle est anthropologue des religions et docteur de l'école pratique des hautes études. Marion d'Absence nous vient avec un essai coup de poing, le yoga des yogis, la face cachée de l'Inde. C'est publié aux éditions du Cerf. Alors Marion, vous nous y dévoilez le yoga original tel qu'il est réellement pratiqué en Inde, loin du bien-être New Age, des postures instagrammables. C'est une quête parfois mystique, radicale, violente et transgressive. Alors vous nous posez une question, Marion, le développement personnel est-il devenu une illusion exotique? Vous allez y répondre. Bienvenue. Merci. Je vous en prie. Vous qui nous écoutez, c'est excellent, bienvenue chez vous. Allez, on vous écoute, Nicolas Briançon sur Sud Radio. Je me souviens de cette aventure comme si elle était d'hier. Bien que les détails en soient un peu lestes, même assez horribles. Je vais vous la conter. Alors non, Nicolas Briançon, vous avez raison de le dire en antenne, ce n'est pas vous. Je vous remercie de le préciser. Vous avez mis en scène le journal d'une femme de chambre. C'est un texte d'Octave Mirbeau. C'est interprété par Lisa Martineau. Qu'on vient d'entendre. Voilà, exactement. Et c'est au Théâtre de Poche Montparnasse et jusqu'au 22 juillet, c'est ça ? Absolument. Voilà. Alors, je fais un petit pitch quand même. Elle est seule en scène, Lisa Martineau. Elle joue Célestine. C'est une soubrette aussi fine observatrice que cynique, en fait. Elle a une aisance assez bouleversante et puis elle nous raconte un monde un peu pourri, celui des domestiques aussi bien que des bourgeois. Alors, ce texte, il a déjà connu plusieurs adaptations marquantes au Cinoche, notamment Louis Buñuel en 1964 et puis plus récemment, il y a eu Benoît Jacquot en 2015 avec Léa Seydoux. Qu'est-ce que ça apporte selon vous, la scène de théâtre, que ça permet pas à l'écran forcément, justement? D'abord, au théâtre, on est collé au texte de Mirbeau. C'est le texte de Mirbeau. Voilà, c'est pas l'histoire. Le cinéma, c'est très bien le film de Buñuel. Le cinéma, c'est une adaptation, quoi. Voilà, avec Jeanne Moreau et Splendide. Magnifique. Mais là, on est vraiment collé au mot de Mirbeau, au style de Mirbeau. Et Mirbeau est pour moi encore bizarrement, finalement, un peu méconnu. Oui, même si tout à fait. on le connaît, mais il est pour moi un des plus grands auteurs du 19e siècle. Il n'est pas du tout un romantique, mais il est un pamphlétaire. Il a une plume tellement acérée, tellement violente, parfois tellement incroyablement précise. Et en même temps, dans cette description, qui est une description terrifiante, pas simplement de la bourgeoisie, de la bourgeoisie de l'époque, de la fin du 19e siècle, mais aussi du monde de Célestine et du monde qui l'entoure. Oui. Personne n'est sauvé dans cette histoire, ni elle, ni les autres. C'est un monde dévasté. Oui. Il fait penser à cette phrase de Musset qui, dans On ne badine pas avec l'amour, dit « Le monde est un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. » On est dans cet univers-là. C'est d'une noirceur absolument incroyable. Et en même temps, dans cette noirceur, il y a une espèce de drôlerie, de cynisme, et paradoxalement d'espoir. Et c'est ce qui donne de la lumière, ouais. C'est ce contraste-là. Il y en a un peu, en fait. et puis on aborde des tas de thèmes. Alors il faut faire des choix. Le roman fait, je crois, 400 et quelques pages, donc évidemment, c'est très réduit, même quand on le porte au théâtre, et même si on est fidèle au texte lui-même de Mirbeau, on choisit. Comment vous choisissez ces cas-là? Moi, je suis mon instinct dans ces cas-là, c'est-à-dire que je pars de l'ensemble, et puis j'enlève quand j'ai l'impression que on le redit ou que il y a une succession d'histoires. Donc si je me dis que cette histoire a déjà été racontée, j'essaie de prendre la plus forte les deux plus fortes des quatre, et puis la plus forte des deux, et puis voilà, et je réduis jusqu'à être à ce qui me semble être
sans trahir, et avec toute ma subjectivité, le plus fidèle au roman. Mais c'est vrai qu'on a gardé dans cette adaptation des choses qui sont parfois coupées, c'est-à-dire il y a une violence de la sexualité. Qui était celle de l'époque. Il y a décrit de façon admirable par Mirbeau, qui a été un Dreyfusard, engagé, une analyse et il nous montre la montée de l'antisémitisme. C'est d'autant plus actuel, j'ai envie de dire. Dans cette époque, et ça nous renvoie évidemment à notre monde contemporain. Et c'est un texte jubilatoire dans sa force, dans son énergie, dans sa violence et dans sa beauté, parce que la langue qui est parlée est absolument sublime, quoi. Et alors, comment est-ce qu'on pousse une actrice telle que Lisa Martino, qui je rappelle est seule en scène, à aborder ce personnage justement de Célestine sans être écrasée ni par le texte ni par ce qui a été fait avant? Comment vous la poussez vers c'est toujours la difficulté de monter. J'ai joué et monté souvent et longtemps des pièces de ce qu'on appelle le répertoire, donc de Shakespeare, même le Kundera avait déjà été joué, ou le Volpone. Bon. Il faut se dégager de cette... parce que évidemment, quand vous montez Shakespeare, vous avez quelques générations au-dessus de vous, et pas des moindres, quelques centaines qui sont là et qui vous écrasent de leur immense talent, de ce qu'ils ont eu. Donc dans ces cas-là, on les met de côté, on les oublie peut-être, on les a étudiés, on les a intégrés. Enfin, moi, Alors, oui, parce que ça fait partie aussi de votre culture. Moi, je suis pour qu'on utilise le passé pour construire l'avenir. Voilà. C'est un phare pour le présent. Je ne suis pas partisan de la théorie de la rupture, à laquelle je ne crois pas. En ce sens, je me sens plus anglo-saxon d'une certaine façon que allemand. Oui. Je parle dans mon métier, dans le théâtre. Vous savez, parce que à nous, il disait au théâtre, c'est l'Allemagne qui a gagné la guerre. Mais c'est vrai que de temps en temps, l'Allemagne, ils ont un concept de mise en scène qui s'appelle la lecture. C'est-à-dire, je résume. Très épuré, quoi. Je monte Tartuffe. Et je vous raconte le drame de l'intégrisme. Donc je vais monter mon spectacle en vous prouvant que Tartuffe, c'est le drame de l'intégrisme. Voilà. C'est l'idée de départ. Et tout va passer dans cette idée. Je préfère, par goût, par nature, une méthode plus anglo-saxonne qui consiste à dire qu'est-ce qu'il y a dans la pièce et de laisser monter, effleurer les thèmes et de pas les forcer, parce qu'effectivement dans Tartuffe il y a le drame de l'intégrisme, mais à mon sens il y a bien d'autres choses que le drame de l'intégrisme, et que vouloir réduire faut laisser le champ à aussi. Une idée des auteurs de cette puissance et de cette richesse qui embrasse la vie et le monde, c'est les réduire. Donc, donc, quand on a travaillé avec Lisa sur le journal, on a essayé de partir d'une page blanche. Oui, en se disant qu'est-ce qu'il y a, et je crois comme toujours que dans ce cas-là il faut revenir au texte, et que la vérité est dans le texte, et que les explications et que les indications qui peuvent nous enrichir sont dans le texte. J'aime pas parler de fidélité, parce que mettre en scène, jouer un auteur, c'est le trahir. Par essence, par nature. Même s'il en a envie lui-même, en l'écrivant. Oui, mais c'est le trahir, parce qu'il va passer par notre subjectivité. Donc forcément, voilà. Mais d'essayer d'être le plus objectif possible dans notre subjectivité, c'est peut-être le travail qu'on doit essayer de faire, et c'est ce qu'on a essayé de faire, je crois. Et proposer une fresque sociale cruelle, ironique, comme ça, comme vous le faites actuellement, c'est aussi une manière de souligner ou de dénoncer ce qui se passe dans notre époque contemporaine, ou pas du tout? Écoutez, je veux pas. Je suis un peu prudent sur ces notions. C'est le rôle de l'art en même temps. Ça dénonce. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas cette prétention. Je ne suis pas un politique. Je suis un homme de théâtre. Et j'aime les auteurs. Et je crois que les auteurs ont fait le travail. D'accord. Les monter, c'est leur donner la parole, en fait. C'est les faire entendre. Et à chacun, en les entendant, d'en tirer des leçons. Moi, je n'ai pas de leçons à donner aux uns et aux autres. J'ai des engagements personnels au demeurant. J'ai un petit drapeau ukrainien, oui. Oui, c'est bien, il faut parler dans le micro. Voilà, donc je crois à des choses. Mais je ne suis pas dans la pratique de mon métier. Je ne me sens pas dans la pratique de mon métier, dans la nécessité d'imposer mes idées. Et je crois encore que je fais un métier où il est important
dans une pièce, de montrer des contraires, des contradictoires, des opinions qui s'affrontent même. Bien et sûr. je trouve que c'est ça qui est beau et qui est fort, et qu'on perd, car ça devient de plus en plus difficile dans notre société d'avoir des avis différents et de pouvoir les La exprimer nuance est devenue chose rare. dans Oui. une conversation sans devenir des ennemis. C'est vrai. Les réseaux sociaux, pour On n'a ça, plus le droit sont de ne pas être d'accord sans être ennemi, quoi, Oui, aujourd'hui. Hein. moi qui suis une vieille personne, comme vous, très vieille. vous Je voyez pas à la confirme. radio, mais Parlons vrai. j'ai 63 ans. Vous savez que vous êtes filmé à la radio. Hein, Nicolas. C'est vrai, ça a changé maintenant. Oh mon Dieu, ah bah dites donc, on filme la radio maintenant. Alors, Non, Marion, mais attendez, j'ai connu une allez-y. époque où on pouvait discuter avec les gens, ne pas être d'accord, s'engueuler même sur la politique, et aller boire des coups et partir en week-end ensemble et se marrer. A priori, et... c'est révolu, ça. C'est très compliqué. Alors Marion, rapprochez le micro de vous avant de répondre pour qu'on vous entende bien quand vous allez parler. Marion d'Absence, je rappelle votre livre, hein, Le yoga des yogis, la face cachée de l'Inde. Alors vous aussi, je vais faire un parallèle avec la pièce parce que vous nous dévoilez quelque chose, vous faites tomber les masques. Et l'idée, c'est aussi de faire tomber l'espèce de vérité crue sur les apparences sociales ou spirituelles, en fait, tout ce qu'on se raconte autour de cette imagerie-là, quoi. Oui, en fait, j'ai travaillé sur le bouddhisme pendant plusieurs années, en voyant comment il avait été reconstruit, réimaginé en Occident, en Europe et aux États-Unis. Et puis, au cours de mes recherches, j'ai également travaillé sur la question du yoga, puisque c'est très lié. Et il se trouve qu'il y a eu beaucoup de recherches récemment dans le monde américain et britannique sur le yoga, qui malheureusement ne sont pas disponibles pour le grand public, puisque les chercheurs ont quelquefois la fâcheuse tendance à rester entre soi et à ne pas publier des vulgarisations auprès du public. Donc c'est ce que j'ai fait, de faire une synthèse. C'est le rôle que vous vous êtes donné, quoi. Pour ce livre-là, oui, j'ai pas tellement fait de recherche en tant que tel sur le terrain, mais j'ai fait une synthèse des dernières recherches disponibles sur le yoga, qui montre qu'effectivement, ce qu'on appelle le yoga d'abord est très varié, et ses objectifs ne sont pas ceux que l'on attribue au yoga en Occident, et c'est vraiment très différent de ce qu'on imagine. Alors, on va pousser un petit peu plus loin, mais l'idée, c'est aussi peut-être qu'on arrête de se bercer d'illusions. C'est ça que vous avez envie de nous proposer, quoi. Non, pas forcément. Chacun a droit de pratiquer ce qui est en fait essentiellement une gymnastique suédoise, parce que... non, mais concrètement, c'était ça. Non, pardon, je rigole, parce que... Mais entre l'Inde et la Suède. C'est sûr que ça fait un peu plus grand-mère de dire je vais faire ma gymnastique suédoise. Je vais faire mon pilates. Que je vais faire mon yoga. Mais vraiment, c'était au départ de la gymnastique suédoise. Il y a eu tout un courant à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle qu'on a appelé les mouvements de culture physique, qui consistaient à remettre un peu en valeur le corps, à le fortifier, dans un but aussi un peu nationaliste de préparation aux guerres. Hein. On était avant la Première Guerre mondiale. C'est marrant de faire de la gym pour se préparer à la guerre. C'est la culture physique, se renforcer. D'accord. Et il y a eu notamment une forme de gymnastique qui a eu un succès important, c'était la gymnastique suédoise. Ça s'est développé en Europe, en Angleterre, et les Anglais qui étaient donc installés en Inde ont diffusé cette gymnastique auprès des Indiens, qui eux se sont dit très bien, on va développer nous notre propre art martial finalement, notre développement du corps, en s'inspirant de choses plus anciennes et en réinventant ce qui est devenu le yoga. Donc c'est une tradition hybride en fait. Très étonnant, on en apprend des choses aujourd'hui. En fait, tous les deux, vous nous invitez en quelque sorte à regarder derrière le rideau, qu'il soit de scène ou de fumée mystique. J'ai envie de dire, Nicolas Briançon, c'est un peu ça que vous nous racontez aussi, c'est donné à voir, quoi. À entendre. Oui, alors en plus, moi, j'ai pas le fond mystique. Quoique, vous ayez dit qu'au théâtre, il peut y avoir certaines pratiques. Ah bah oui, on va oui. rentrer dans le vif du sujet. Non, il y a des pratiques, mais moi, personnellement, j'ai pas le fond mystique. J'ai eu une éducation catholique comme beaucoup. J'ai tout fait. Hein. J'ai fait ma première, ma deuxième communion. Bravo, c'est excellent. Oui, j'ai tout fait, j'ai servi à la messe. Mais bon, j'ai quitté ça. Je suis tout à fait agnostique maintenant. Je ne prêche pas ça non plus comme une autre religion, vous voyez ce que je veux dire, parce que ce qui pourrait être la tentation aussi. Je vais vous faire répondre à la question juste après la pause, il y a une pause, hein, parlons vrai sur Sud Radio. Nous parlons avec le comédien et le metteur en scène Nicolas Briançon et l'anthropologue Marion d'Absence. Vous restez avec nous, on revient évidemment tout de suite.
Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous écoutez C'est excellent, votre shot d'inspiration du dimanche soir avec ceux qui osent pour tout, et tout d'ailleurs pour réussir sur Sud Radio. On est avec Nicolas Briançon qui est metteur en scène en ce moment, alors du journal d'une femme de chambre au théâtre de Poche-Montparnasse, acteur dans le téléfilm Double Vue sur France 2, et puis sur scène dans Monstres Sacrés au théâtre Héberto, mais aussi l'anthropologue Marion d'Absence et son livre Le Yoga des Yogis, la face cachée de l'Inde, sorti aux éditions du Cerf. Alors avant de continuer avec vous Marion, puisque je vous ai coupé Nicolas, la question que je posais et que je vais vous reposer à vous Marion aussi du coup, c'était finalement le but c'est de regarder derrière le rideau, qu'il soit théâtre ou d'autres choses. C'est d'essayer de dévoiler les âmes. C'est le travail de l'acteur. Donc c'est d'aller au cœur de la vérité des personnages par le biais de ce mensonge absolu qu'est le théâtre. Et c'est le paradoxe, mais c'est comme la vie n'est qu'un paradoxe, le théâtre n'en est finalement que l'illustration. C'est beau, le mensonge absolu, on adore. La fumée mystique, c'est pas pour rien que j'utilise ce terme, Marion d'Absence, parce que c'est vraiment ça que vous nous racontez en fait, c'est que c'est un peu de l'enfumage, quoi. Bon, Alors attendez, je rappelle quand même votre livre, Le Yoga des Yogis, c'est la face cachée de l'Inde, c'est aux éditions du Cerf. Vous nous racontez, en fait, grosso modo, qu'on a des certitudes qui tiennent à rien, parce que loin de la pratique aseptisée et bien vantée du yoga qu'on a en Occident, il a des racines sombres, rituelles, souvent extrêmes d'ailleurs, en Inde, c'est très étonnant. Alors, il y a de la nécrophilie, il y a des transes, il y a des mortifications, des pouvoirs surnaturels. On est très très loin de la salle de gym et des tapis pastels, quoi. Oui. En fait, bon, je parlerai peut-être pas de dissiper la fumée mystique, mais de simplement, vous avez prononcé le mot, de trouver un peu la vérité là-dedans, essayer d'éclaircir les choses et de savoir ce que font véritablement les Indiens qui disent, eux, faire du yoga. Et savoir d'où ça vient, quel est le but recherché, quelles sont les pratiques adoptées, sans jugement de valeur d'ailleurs, simplement en décrivant les choses et en n'ayant pas peur de les décrire, en les décrivant telles qu'elles sont. D'accord. Voilà. Par exemple, la méditation, aussi bien dans le bouddhisme asiatique que dans le yoga, mais particulièrement dans le bouddhisme, la méditation qui a donné la pleine conscience, mindfulness, où on scanne les différentes parties de son corps pour se détendre, etc. En fait, c'est pas du tout ça en Asie. Qu'est-ce que c'est en Asie ? Le but, c'est de méditer sur l'impermanence et de se rendre compte que le corps qu'on a là est destiné à être mangé par les vers, les chiens, tout ce qu'on veut. Et c'est de prendre conscience qu'on est mortel. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est d'aller dans les charniers et de contempler des cadavres à différents degrés de décomposition. Et dans certains monastères thaïlandais bouddhistes, ils dissèquent même, ils coupent en morceaux leurs anciens camarades moines, collègues moines qui viennent de mourir, en les faisant parfois bouillir dans des marmites pour observer la décomposition des chairs. Ok. Alors, par exemple, il faut savoir que la vie n'a pas la même importance ou la même sacralisation dans ces cultures-là, puisqu'il y a la réincarnation. Oui, c'est surtout que le corps n'est pas du tout sacré, n'est pas du tout important dans les traditions asiatiques, dans le bouddhisme et dans l'hindouisme. Enfin, ce qu'on appelle le bouddhisme et ce qu'on appelle l'hindouisme, parce que là aussi, il y aurait à développer pendant un certain temps pour expliquer que c'est bien différent quand même. C'est pas des termes qui sont appropriés. Ah, aussi. Oui, voilà, c'est des réinventions. Voilà, des réinventions modernes. Ok. Mais en fait, le corps est quelque chose de mauvais dont on doit se débarrasser. Contrairement à la tradition chrétienne, par exemple, qui accorde un rôle très important au corps puisqu'il est appelé à ressusciter. Bon. Dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, le but, c'est comme dans le gnosticisme, de se libérer de son corps, qui est ce qui nous enchaîne à la matière. Donc c'est un obstacle. Et toutes les postures sur un pied qu'on garde pas pendant juste 5 minutes, mais qu'on garde pendant des fois 40 ans dans les traditions indiennes, ou lever les bras. Comment ça, pendant 40 ans ? Oui, il y a des gens qui restaient. Le but, c'est de rester des années dans une posture de mortification. D'accord. Mais ils meurent pas ? Ben non, enfin ils sont pas en bonne santé. Pardon, c'est une question bête, mais il y a des gens qui restent. Ils se nourrissent quand même. Oui, se nourrissent. En restant dans la même position pendant 40 ans. On trouve sur Internet un monsieur qui avait... Alors lui, il a allégé la pratique puisqu'il n'a pas tenu les 2 bras en l'air pendant 40 ans, mais un seul. Donc, il explique que pendant 2 ans, c'était très difficile. Et après, le bras est complètement momifié. Voilà. Le but, c'est de... Et il sent plus rien, quoi, en fait, après il sent plus ça. rien. Okay. Donc le but c'est de rien sentir en fait. Le but c'est de se détacher de son corps. Alors vous nous expliquez en fait que tout ce que, on l'a bien compris, tout ce qu'on croit savoir sur le yoga c'est faux, à commencer par le fait donc que c'est une pratique aussi qui tient de la magie en fait, plus que de la spiritualité religieuse finalement. Parce que, alors bon, c'est de la magie parce que le but du yoga,
à travers les siècles, ça a évolué. Au départ, il s'agissait de faire ces mortifications-là pour prouver aux divinités qu'on risquait de leur faire concurrence. C'est-à-dire, attention, là, je suis en train de développer des super pouvoirs en maîtrisant mon corps, en gardant les 2 bras en l'air, en restant suspendu à un arbre, la tête en bas, etc., pour que les dieux, se sentant menacés, accordent des pouvoirs. Voilà, le but, c'est d'acquérir des pouvoirs. Et ensuite, ils ont évolué, ils se sont dit, bon, on va pas faire menacer les dieux, on va carrément se transformer nous-mêmes en dieux. Et ça, c'est le yoga tantrique. Le tantrisme, en fait, et ça rejoint, c'est une forme de culte des esprits et de forme d'exorcisme. En fait, c'est des possessions. Les chercheurs expliquent ça très bien. C'est des possessions induites et des possessions qu'on recherche. On cherche à se faire posséder par un être. Ils appellent ça des démons, ils appellent ça des divinités, des bouddhas, donc, pour avoir ces pouvoirs. Le but, c'est comme la bouteille d'Aladin. Donc ils invoquent des pouvoirs surnaturels, en fait. En fait, c'est Aladin, donc j'ouvre ma bouteille et j'amadoue la divinité pour qu'elle vienne. Je lui fais des offrandes, je lui fais des promesses. Je la fais venir donc avec les chakras, etc., en passant par le crâne, et ça s'installe dans mes chakras. Je ferme avec un certain rituel et il est emprisonné dans la bouteille, le corps. Et à ce moment-là, je lui fais faire ce que je veux. Et je deviens moi-même divinité. Le but, c'est de se transformer en divinité. C'est ça le tantrisme. Et pour y arriver, il y a la sexualité qui devient donc une pratique alchimique. Alors, il y a un autre contexte culturel, une autre culture qui est venue qui est un des terreaux du yoga tantrique, c'est les pratiques alchimiques. Et dans l'alchimie médiévale indienne, on utilise des fluides. Le mercure, des choses comme ça. Et ils ont fait la correspondance entre les substances sexuelles mâles et femelles. Et le but, c'était de les mélanger à l'intérieur de soi, en considérant que le corps humain est une espèce de cuve alchimique où se font des réactions qui permettent d'obtenir, encore une fois, des pouvoirs surnaturels. Donc on utilise les femmes dans ces contextes-là, ces rituels, pour obtenir ce qu'ils appellent la goutte rouge, aspirer la chose par l'acte sexuel, la mélanger à la goutte blanche et faire remonter le tout au niveau du cerveau. Bon, grosso modo, c'est pas une voie de libération, c'est une voie de domination déguisée, ce que vous nous racontez là. En tout cas, pour ce qui est des femmes, c'est clair. Et puis surtout, ce qu'on cherche, c'est pour ça que quand on parle de spiritualité indienne ou asiatique ou orientale, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, spiritualité? Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est obtenir des super pouvoirs. Ils veulent devenir des surhommes, avoir des pouvoirs magiques. Les X-Men existent vraiment, alors? Et il semblerait. Est-ce qu'on peut pratiquer quand même en tirant le meilleur? Par exemple, alors on va dire qu'on va recentrer ses énergies en passant par la pratique de la méditation pour attaquer bien sa journée, etc. Est-ce qu'on peut se servir de certaines de ces choses-là pour se les réapproprier comme on le fait? Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça fonctionne selon vous, Marion? Chacun fait ce qu'il veut, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même ne pas mettre sur des pratiques que l'on adopte chez nous des mots comme bouddhisme, yoga, sans savoir exactement. Donc c'est quand on fait notre gymnastique, c'est moins sexy. C'est moins sexy que la gymnastique suédoise, oui. Enfin, c'est plus sexy peut-être. Le yoga, voilà. Ils préfèrent dire qu'ils font du yoga plutôt que de la gym. Gym douce, quoi. Ça fait un peu grand-mère. Et pourtant, il y a des clubs en France où ils pratiquent un yoga qu'ils disent le yoga essentiel, en fait, le premier yoga, le yoga de tradition. Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils font, du coup? Non, les chercheurs disent qu'il y a eu des livres sur ça, sur la manière dont ça a été réinventé à la fin du 19e et au début du 20e siècle. En fait, c'est vraiment essentiellement de la gymnastique suédoise. Avec la démystification totale du truc. Bon, et la seule véritable posture qu'il y avait dans ces pratiques-là, c'est la posture qu'on appelle du lotus, qui est une posture même pas de méditation, de rituel, en fait. Et alors, il faudrait changer le nom, en fait, c'est ça? Faut être au clair sur ce qu'on fait. Oui, éventuellement changer de nom ou se dire que c'est le yoga occidental et ne peut-être pas parler de spiritualité ou savoir à quoi on se relie en disant que on fait du yoga. Enfin bon, par culture, dans une volonté de culture générale ou au moins. Nicolas, ça rejoint finalement, pardon. Allez-y, ça rejoint finalement une mode de l'époque où on a l'impression que chacun se bâtit un peu sa propre religion en prenant dans diverses religions
un petit enseignement, un autre, chez les bouddhistes, chez les catholiques, dans la religion hébraïque, chez les musulmans. Là, puis on se met une sorte de petit mélange. Puis les gens se font leur propre petite mystique personnelle. Finalement, je trouve que ça, c'est très, très... C'est un marqueur, je trouve, de la période qu'on traverse depuis un moment d'ailleurs, depuis on va dire depuis le début des années 70 en gros. Finalement, ça s'est beaucoup développé à partir de là. Depuis les années New Age, quoi. Oui, on a une espèce de religion à disposition, à la carte, un peu dans laquelle on coche des petites cases qui nous arrangent. Voilà, bon. Et Est-ce alors, que c'est pire que les autres? J'en sais rien. bon, oui, a priori, qu'est-ce qui est pire et qu'est-ce qui est meilleur, du moment que ça fait du bien. Oui, Hein, c'est l'essentiel, c'est que les gens soient contents. Alors, j'allais vous poser quand même la question que je vous ai posée hors antenne, mais que je vous repose. La mystique, ça vous y connaît au théâtre, vous le disiez vous-même. C'est-à-dire que chacun a sa petite pratique avant de monter sur scène, peut-être, ou... Ça, c'est des superstitions. Voilà, c'est ça. C'est un peu mystique, Enfin, la c'est des rites. Et encore, les rites varient d'un spectacle à l'autre, généralement, ou d'un rôle à l'autre. Il y a des pièces... Alors, pardon, allez-y. personnel, mais il y a des pièces où j'ai besoin d'arriver très longtemps à l'avance au théâtre. Où j'ai besoin d'avoir sur ma table de loge des choses précises. Et je commande... Et généralement... Très vite, à partir du moment où on a lancé ce qu'on appelle les filages, c'est-à-dire les premières fois où on déroule la pièce dans son intégralité, en costume, en conditions de représentation, etc. Il y a un ordre qui commence à s'installer et qui généralement ne varie plus jamais jusqu'à la dernière représentation. C'est le moment où vous vous déshabillez, le moment où vous enlevez votre t-shirt, le moment où vous mettez la chemise. C'est toujours avant. Si vous mettez la chemise avant le pantalon, pour cette pièce-là, ça sera la même chose jusqu'à la fin de la représentation. Vous descendrez exactement dans le même temps avant la représentation sur le plateau, juste avant de jouer. Vous toucherez la rampe de bois ou pas ce jour-là. Il y a une espèce où vous passerez, ou au contraire, vous allez rester au café en face du théâtre jusqu'à 10 minutes avant le spectacle. Et puis, vous allez à -5, si vous jouez à 9h, vous arrivez au théâtre, vous montez dans votre loge, vous mettez votre costume, vous descendez en scène et vous jouez. Et ça se fait dans une forme de continuité. Il y a autant de possibles que d'acteurs, mais très souvent, j'ai remarqué que les acteurs reconstituaient leur petit scénario tous les soirs de façon identique. Mais ça change d'un spectacle à l'autre. Et c'est excellent. On vous retrouve juste après la pause avec le comédien et metteur en scène Nicolas Briançon et l'anthropologue Marion Dabsens. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. C'est excellent, c'est le rendez-vous du dimanche soir sur Sud Radio avec celles et ceux qui tracent leur propre voie. Nicolas Briançon met en scène le journal d'une femme de chambre au théâtre de Poche Montparnasse, joue dans Monstre sacré au théâtre Héberto. D'ailleurs, c'est la dernière le 25 mai, puis sera à l'écran dans Double Vue sur France 2. À ses côtés, l'anthropologue Marion Dabsens nous dévoile l'envers du décor du yoga avec son essai choc, le yoga des yogis, la face cachée de l'Inde, paru aux éditions du Cerf. Alors, Marion Dabsens, j'ai dit que j'allais vous la poser la question, donc je vais le faire. C'est celle que je vous posais au tout début. Est-ce que le développement personnel est une illusion exotique ? Est-ce que c'est une illusion d'abord Tout court. Ça dépend de quel point de vue on se place. En tout cas, ce qu'on nous présente comme du développement personnel a ses limites. Et puis, ça n'a surtout rien à voir avec ce que font les gens en Asie. Moi, j'ai jamais vu, j'ai vécu au Japon, j'ai jamais vu personne méditer. Jamais. C'est vrai ? Ah non. D'accord. Ça n'existe pas. Mais donc, en fait, on se raconte, excusez-moi, parlons vrai, des conneries toute la journée, c'est ça que vous nous dites, là ? Oui. Oh là là. Alors c'est comme justement les petites habitudes que vous nous racontiez aussi hors antenne, Nicolas Briançon, de toutes ces petites choses qu'on met en place avant de monter sur scène, même quand on a beaucoup travaillé, qu'on est très prêt, pour se rassurer. C'est des choses qui reviennent tous les jours, un petit peu comme ça, comme des illusions, mais qui permettent de... Oui, parce que la représentation... Et c'est en ça que c'est merveilleux, le théâtre. C'est que c'est du présent. C'est-à-dire que tout s'invente, ou on doit donner en tout cas l'illusion que tout s'invente devant les gens au moment où on le fait. Bien entendu, tout ça, on l'a répété pendant 2 mois. On va le reproduire globalement de la même façon tous les soirs. Mais en même temps, on a besoin d'être très bordé, très calibré, très encadré pour, à l'intérieur de ce cadre, pouvoir complètement se laisser aller à une forme de liberté. Donc tous ces petits rites-là, vous les préparez, et puis tout d'un coup,
C'est ça le développement personnel. Quand vous finalement. partez en scène, moi je pense que, alors je pense que la pratique de ce métier, c'est peut-être d'abord et avant tout pour chaque acteur un enseignement de vie. Enfin, moi, je pense que... Vous savez, les gens pensent qu'on choisit ce métier pour jouer des rôles différents, pour jouer des personnages différents, pour être quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense qu'on choisit ce métier pour se trouver soi, pour aller vers soi. Pour aller vers soi au travers d'un autre. Mais c'est derrière soi qu'on court pendant une longue partie de sa vie. Au travers des rôles. Alors, dans la vie en général aussi, je crois. Vous, Marion d'Absence, la question que j'avais, c'est est-ce que vous avez été faire des immersions en Inde ? Est-ce que vous êtes allé rencontrer ces milieux extrêmes des yogis ? En Inde, non. Pas du tout ? Non, j'ai fréquenté par contre, quand j'avais une vingtaine d'années, les centres Shivananda, en effet. Ouais. Et puis, j'ai aussi pratiqué le bouddhisme tibétain moi-même à une certaine époque. D'accord. Et j'ai vécu au Japon. Et vous en êtes revenu, en fait, c'est ça ? Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on vient parce qu'on nous présente la méditation, justement, alors comme n'étant pas religieux, comme étant rationnel, comme moyen de mieux se connaître, ou bon. Et puis on arrive dans un centre bouddhiste tibétain avec un lama devant lequel les gens se prosternent. C'est un gourou, quoi. C'est clair, oui, ce sont des gourous, littéralement. Gourou, c'est un terme indien. D'accord, pardon. Voilà. Avec des divinités, avec des pilules magiques qu'il faut avaler à base de reliques et de plantes, etc. Et puis ce gourou, on vous dit que c'est un être supérieur et qu'il est capable de tout savoir sur vous, il est omniscient. Et s'il vous maltraite, c'est pour votre bien. J'ai été étonnée de me rendre compte que les gens ne réagissaient pas. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais faire un sujet de thèse. Vous êtes construite, en fait. C'est-à-dire que les gens qui vont là, souvent, peut-être ont besoin de ces petits marqueurs, justement, dont on parlait tout à l'heure. Oui, mais il y a un moment où il faut aussi se poser la question de savoir est-ce que c'est vrai ce que je fais ? Qu'est-ce que l'éveil ? Est-ce que vraiment je vais y arriver en me soumettant à un lama tibétain, en récitant des prières, en invoquant des divinités ? Oui, mais dans le fond, qu'est-ce qui différencie la religion de la secte ? Ah, c'est une bonne question. Oui, vous avez la réponse, il n'y a pas de définition juridique, ni anthropologique, ni historique de la secte. En fait, une secte, c'est une école. C'est une école, et puis le fait de définir la secte par le fait qu'il y a un gourou qui manipule, c'est une étiquette péjorative qu'on colle sur les autres. Soi-même, on se dit jamais, je fais partie d'une secte, c'est forcément les autres. Donc ça n'a aucune valeur de démonstration. Alors, on change un peu de sujet. Nicolas Briançon, je l'ai dit, vous êtes sur scène dans Monstres Sacrés au théâtre Hébertot. C'est une dernière date à pas manquer, c'est le dimanche 25 mai, c'est à 20h. C'est aux côtés de Renata Litvinova, et Alexis Macquart, et Elena Terenteva et Pierre-Alain Leleu. C'est un univers trouble, c'est un spectacle qu'elle a écrit, qu'elle a adapté. C'est une star de cinéma déchue, recluse dans un manoir entre fantasmes de grandeur, soupçons d'espionnage ou de meurtre. On est encore dans la noirceur. Vous aimez bien ce genre d'ambiance, vous ? Alors là, en l'occurrence, vous avez adapté, vous. Oui, alors j'ai fait l'adaptation et je ne suis qu'un acteur et c'est un projet. Alors il faut raconter un petit peu. Renata Litvinova qui est en Russie. Une icône, à la fois une icône de la mode, une icône du cinéma, une icône du théâtre, qui est vraiment une, je sais pas, elle se promène entre Ariel Dombal, Isabelle Adjani et Fanny Ardant pour les Russes. Elle a elle a quitté la Russie au début de la guerre contre l'Ukraine, et elle est venue s'installer à Paris. Elle est maintenant officiellement ennemie de l'intérieur. De Monsieur Poutine en Russie, donc elle ne peut pas y retourner. Et donc elle a... mais elle n'est pas la seule. Je rappelle qu'il y a près de 2 millions de Russes qui ont quitté la Russie au début de la guerre en Ukraine, et essentiellement des artistes, des intellectuels. C'est une des raisons de votre engagement aussi, Nicolas ? Alors, oui et non. Il se trouve que je connais assez bien la Russie, assez bien. En toute modestie. J'ai été assez souvent en Russie. J'ai été en Russie il y a très longtemps, en 89 pour la première fois. Mais avant ou après Pendant. Il y avait les grandes manifs à Moscou à ce moment-là. Il se trouve que mon frère était correspondant. Je rappelle aux auditeurs que 89, c'est la fin de l'URSS. Voilà, mon correspondant de son journal là-bas. Donc c'était très intéressant de passer un mois là-bas et de vivre un peu de l'intérieur ce moment-là. Et puis juste avant le Covid, et donc quelques années avant la guerre en Ukraine, j'ai emmené mon fils
faire un voyage en train de Moscou à Pékin. Et donc, on a traversé toute la Russie par le transsibérien jusqu'à Irkoutsk, en s'arrêtant, en visitant, en restant. Voilà, et j'adore la Russie, j'adore la littérature russe, j'adore la civilisation russe qui est absolument merveilleuse. Et j'adore les Russes qui sont quelquefois aussi des gens absolument extraordinaires, merveilleux, fantasques, poétiques, généreux, voilà. Mais Ce qui est le cas de Renata, du coup. Oui, qui est un personnage extraordinaire. Bon. Mais un peuple qui subit, et c'est une chose de laquelle on finit pas de s'interroger, depuis très longtemps, depuis les tsars, le despotisme. D'abord le despotisme des tsars, puis celui du communisme, puis celui de Staline, et puis celui de... Alors il y a eu une espèce de fenêtre dans le bazar le plus total entre la fin de Gorbatchev, le début d'Yeltsin. Ouais. Et puis tout d'un coup... Ça marchait mieux quand il buvait beaucoup de vodka, et puis tout d'un coup, l'arrivée... Ouais, ça marchait mieux, mais ça, c'est notre vision occidentale, parce que pour les Russes, ça marchait moins bien, évidemment. Ouais. Et tout d'un coup, l'arrivée du monsieur Blond, un peu austère, qui a changé la donne et qui est devenu le dictateur. Alors, pour en revenir à Monstre Sacré, en quelques mots, rapidement, s'il vous plaît, Nicolas. Et donc Renata Litvinova a monté des spectacles en France. Je lui ai permis un peu de rencontrer des directeurs de théâtre, enfin, d'essayer de faire son métier, de pratiquer son métier ailleurs qu'en Russie. Et elle a repris un spectacle qu'elle avait joué au Théâtre d'Art à Moscou, qui est en gros une histoire qui tourne un peu autour du thème de Sunset Boulevard, une actrice vieillissante et déracinée, ça renvoie à quelque chose. Sunset Boulevard, c'est le film de Billy Wilder, oui, absolument. C'est ça, faut le dire aussi aux éditeurs. Essaye de survivre dans un monde qui ne veut plus d'elle. Voilà, en gros. Et elle va pour ça jusqu'au meurtre, jusqu'à la folie, Et donc, j'ai adapté cette pièce. Je joue dedans aussi par solidarité et par envie d'aider ces acteurs russes. Et je dois dire que c'est extraordinaire parce qu'on joue devant des salles archi-combles. Mais quand je dis archi-comble, c'est-à-dire c'est plein du haut du théâtre, en bas du théâtre, d'un public russe, ukrainien, français un peu, mais beaucoup de Russes et beaucoup d'Ukrainiens qui viennent voir l'idole. Et c'est des représentations que je n'ai jamais vécues, moi, personnellement, en France. Où on est dans une forme presque d'idolâtrie. On vient baiser un gourou encore. On vient baiser sa robe à la fin de la représentation, sur le devant de la scène, lui porter des fleurs, etc. C'est très bouleversant, très touchant, parce que il y a à l'intérieur aussi de ça une sorte de résistance qui se raconte et qui se dit. Sans le dire, parce que c'est très compliqué pour les Russes de dire. J'ajoute qu'on somme très souvent les Russes de prendre position quand ils sont en Occident. On leur dit il faut que vous disiez que vous êtes mais ils sont en danger. Ils ont tous des familles à Moscou, des gens à Moscou, et eux risquent beaucoup plus que nous, dans notre petit confort parisien, de dire ce qu'on pense. Donc, ou de se faire empoisonner. Pardon, ça c'était comme ça. Aussi. Voilà. Survivre dans un monde qui ne veut plus de nous, c'est ce que nous raconte cette pièce, donc Monstre Sacré, que je rappelle. C'est finalement, je me demande si les pratiques qu'on a du yoga et toutes ces spiritualités soi-disant aujourd'hui, c'est aussi pour survivre dans un monde qu'on a nous-mêmes créé, mais où on a du mal à prendre sa place finalement, Marion d'Absence aussi. Oui, je ne saurais pas trop répondre. Au fait, on a envie de savoir d'où ça sort cette espèce de fantasme global. En fait, ça vient du 19e siècle, et en particulier des efforts du travail et de la popularité qu'a acquise la Société théosophique, qui était une société d'ailleurs montée par une Russe, Elena Blavatsky, qui était soi-disant médium, et puis qui a été prise sur le fait, en escroquerie, elle a inventé des histoires, et notamment qu'elle était en rapport, en contact télépathique avec les Mahatmas. Donc des grands maîtres. Avec Gandhi aussi, non, il était encore en vie à l'époque. Non, il n'était pas né. Non, il n'était pas né. Pardon. Mais des grands maîtres dont elle recevait des lettres, etc., et qui étaient des hindous cachés dans l'Himalaya. Et donc elle a monté toute une mythologie là-dessus, en faisant une sorte de micmac entre des traditions gnostiques, donc anciennes, purement occidentale, et cette légende pseudo-hindoue, pseudo-tibétaine des Mahatmas, etc. Et ça a eu tellement de popularité, ça a été diffusé dans des livres comme Le Troisième œil de Lobsang Rampa, qui était un plombier britannique qui
qui a écrit la pseudo-autobiographie d'un lama tibétain à qui on ouvrait le troisième œil avec une opération chirurgicale. Bon. Donc il y a eu tout un tas d'histoires comme ça loufoques qui jouaient, qui utilisaient en fait le filon ésotérique occidental. Voilà. Et donc la popularité, ça vient de là en fait. Incroyable. C'est très ancien. Allez, c'est excellent. On vous retrouve juste après la pause avec le comédien metteur en scène Nicolas Briançon et l'anthropologue Marion d'Absence. Et ça sera pour la fin de l'émission. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent et c'est bientôt la fin de votre émission du dimanche 19h sur Sud Radio. Vous êtes avec Nicolas Briançon qui est metteur en scène du journal d'une femme de chambre aux têtes de Poche Montparnasse, acteur dans le téléfilm W sur France 2 et puis sur scène dans Monstre Sacre Tête et Berthaud. On est aussi avec l'anthropologue Marion d'Absence et son livre Le Yoga des Yogis qui nous dévoile la face cachée de l'Inde. C'est sorti aux éditions du Cerf. Alors, Marion d'Absence, vous êtes anthropologue des religions. Vous êtes aussi spécialiste des pratiques spirituelles en Asie et vous avez été formé à l'école pratique des hautes études, sans oublier que vous avez enseigné à l'université Columbia à New York. C'est un sacré CV. Comment est-ce que vous êtes tombé là-dedans? Pourquoi l'anthropologie? D'où ça vous vient? Mais en fait, je n'ai pas étudié l'anthropologie depuis le départ. Comme je le disais à Nicolas, je suis plutôt littéraire au départ. Ouais. Et donc très intéressée par l'être humain finalement. Donc j'ai fait une prépa littéraire et puis ensuite un doc de droit, sciences politiques. Et puis dans mes études de sciences politiques, je me suis intéressée aux questions religieuses et j'ai embrayé sur ces questions. Et comme je vous l'ai dit, j'ai découvert le bouddhisme et le bouddhisme tibétain et j'étais assez effarée de la distance qui sépare ce qu'on en dit dans les livres ou dans les médias en général et la réalité. Je me suis dit, ça c'est un bon sujet de thèse. C'est pour ça que vous êtes fixée là-dessus en fait. C'est pour ça que je me suis fixée là-dessus, voilà. Et alors, comment est-ce qu'on fait quand on est scientifique comme vous finalement pour garder la bonne distance entre l'observation neutre et puis le choc culturel que ça peut provoquer chez nous-mêmes, quoi, finalement, de travailler sur cette distanciation dichotomique, j'ai envie de dire, entre ce qu'on croit et ce qui est. Simplement, il faut. C'est ce que j'ai fait, c'est de décrire ce que l'on voit. C'est la pratique de l'ethnographie en anthropologie. Alors peut-être qu'il faudrait dire ce que c'est aux auditeurs. Oui, alors l'anthropologie, au sens d'anthropologie culturelle, c'est l'étude des cultures humaines dans leur diversité, en essayant de comprendre ce qu'il y a de commun aussi. Et l'ethnographie, c'est le fait d'écrire et de décrire ces cultures, donc leurs rituels, leurs coutumes. Donc traditionnellement, c'était des aventuriers ou des missionnaires ou beaucoup de colons aussi. Ça s'est fait à l'époque des colonies britanniques et françaises qui voulaient comprendre les populations qu'ils allaient dominer pour les comprendre. Et puis les missionnaires catholiques et aussi protestants ont aussi essayé de comprendre qui étaient ces gens, comprendre leur langue. Avant de les convertir de force? De force non, mais de leur proposer un autre chemin. Et c'est comme ça qu'on a mis au point les premiers dictionnaires en langue étrangère très éloignés, les grammaires, et puis donc la description de leurs coutumes. Et c'est ça qui vous a passionné, en fait? Oui, en tout cas, l'approche ethnographique permettait justement de décrire, de façon quand même assez littéraire, sans se référer trop, en tout cas pour moi, à des concepts trop scientifiques, trop abstraits, mais essayer de simplement décrire ce qu'on voit, ce que les gens disent, et surtout les comprendre la logique qui les anime. Sans jugement, d'ailleurs, parce que quelquefois, certains lecteurs me reprochent de dire vous dites qu'ils adorent des démons. Oui, mais le fait est que c'est ça, ils veulent domestiquer des démons. Je vais pas m'empêcher de le dire parce que ça fait pas plaisir à certains. Alors d'aucuns vous diraient nos démons intérieurs peut-être? Non, justement. La tendance de l'occidental serait de en faire un symbole, quelque chose d'intérieur, alors que pour eux, non, ça existe vraiment. C'est-à-dire, il faut rester fidèle à ce à quoi les gens croient. Bien sûr. Sans juger. Après, on se fait son opinion, et puis voilà. Alors Nicolas Briançon, je l'ai dit, vous êtes au casting de Flash W, c'est avec Miu Miu, ça passe le 28 mai à 21h10 sur France 2. Vous êtes en tournage en ce moment pour HBO, vous venez de terminer, je crois, il n'y a pas longtemps là, pour Belphégor avec Horatica, Vincent Elbaz. Sans oublier que vous êtes à la prochaine édition du festival Nava, c'est du 25 juillet au 2 août où vous faites une lecture. Ça va, vous dormez ?
Je dors, oui, je dors D'accord. tout à fait. Non, mais vous savez, les gens sont Vous êtes surétonnés. débordé quand même. Je fais un métier, mais non, mais je me lève le matin, je travaille et j'aime ça. Et voilà. Et puis Donc vous faites un métier qui vous et plaît je fais un tellement métier qui me passionne, voilà. donc je le fais très volontiers. Ça me demande juste de domestiquer quelque chose. Je suis un peu, comme vous l'entendez dans ma conversation, un peu bordélique. Et donc, je suis obligé là, dans une période où il y a beaucoup d'activités, de vous trouver des recentrer. moments. Mais Par d'ailleurs, exemple, quand je vous ai posé la question en antenne, vous saviez même plus que c'était Flash Double Vue. Hein. mais non, mais il y a parce que ça, c'est an une et chose qu'on demi, a c'est tournée ça. il y a 1 an et demi. Voilà. Vous savez, Entre le moment du tournage. L'avantage du théâtre, c'est que c'est du présent tout le temps. Oui. Ce qui n'est pas le cas de la télé ou du cinéma. Oui, Jouvet disait au cinéma, on joue pas, on a joué. Et c'est un peu le cas. Bon, j'ai tourné, je sais plus, j'ai dû tourner 10-15 jours sur ce téléfilm qui est super, avec une équipe merveilleuse. Non, mais c'est comme moi, quand je fais plein d'émissions, au bout d'un moment, on oublie. Et elle appartient d'ailleurs, vous savez, quand on tourne, on n'est qu'un des petits éléments, un petit maillon d'une chaîne énorme qui comporte d'abord le réalisateur qui a sa vision, puis les cadreurs, puis le chef opérateur qui vous éclaire, puis l'angle qu'on choisit pour vous filmer, puis le monteur, puis ce qui restera de vous. Voilà, puis la musique qu'on va mettre sous votre texte ou pas, qui va mettre un sens qui sera peut-être parfois encore plus grand que le sens que vous donnez vous dans le jeu. On n'est pas grand-chose, vous voyez, on dépend de beaucoup de choses. Donc j'adore tourner, je m'éclate à tourner, c'est un plaisir. Juste, comment ça se passe sur un plateau avec vous? Parce que vous êtes volubile dans un studio de radio, donc j'imagine que... Mais parce que je suis volubile, parce qu'au théâtre et sur les plateaux, j'ai un texte que je dois dire que j'ai appris et qui ne m'appartient pas. Qui vous cadre, tandis que là, vous me donnez la possibilité, et tant pis pour vous, de m'exprimer tout seul comme un grand, et donc évidemment, je rattrape tout ce temps perdu. Une petite anecdote du tournage Belphégor avec Vincent Elbaz, si vous en avez alors, Belphégor qui termine le tournage là cette semaine, a été un tournage, et je le dis vraiment très volontiers, absolument enchanteur. Avec une équipe absolument merveilleuse et un jeune réalisateur qui s'appelle Jérémy Mingui, qui est formidable. Mais j'ai beaucoup de chance, et je trouve là qu'il y a une génération de jeunes réalisateurs. J'ai eu la chance de faire une série l'année dernière qui s'appelait Culte. Oui. Sur l'arrivée du Loft, de la première émission de télé-réalité en France. Et il y a une génération là de jeunes réalisateurs qui ont à peine 30 ans et qui ont à la fois une connaissance technique extraordinaire, mais ça fait pas mal de temps que c'est le cas. Mais il y a 20 ans, il y avait des jeunes réalisateurs qui avaient une connaissance technique immense, mais que technique. Alors que là, on a des jeunes réalisateurs qui ont une connaissance technique et un vrai goût, une vraie appétence pour les acteurs, pour le jeu, pour les faire travailler, pour les diriger. Donc ça fait passer à un autre niveau, on imagine. Et donc c'est absolument super. Et puis comme je jouais le grand méchant, l'affreux, horrible. Vous aimez bien faire ça. Oh ben, c'est merveilleux. Quand il n'y a pas de méchant, il n'y a pas d'histoire. Et puis c'est toujours grâce aux méchants que l'histoire avance. Donc c'est toujours très amusant. Allez, on arrive à la dernière question de l'émission. Je vous donne la parole, Marion d'Absence. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Si vous voulez, pouvez vous projeter vers vous, petite fille. Si vous avez un petit message à vous passer à vous-même. C'est une question piège. C'est une question piège. Ça me permet d'en savoir plus sur vous. Essayez d'avoir peut-être un peu plus confiance en la vie. Vous n'aviez pas confiance en la vie? Non. D'accord. Ça a changé, ça? Oui, ça a changé. En vous-même, surtout, non? Non, pas forcément moi-même. D'accord. En la vie en général? Oui. Ça sera dit. Et alors vous, Nicolas Briançon, qu'est-ce que vous lui dites à ce petit garçon? Tu vois, tu l'as fait. Ah, parce que c'est ça que vous vouliez faire? À 5 ans ou 6 ans? Non, à 5 ans, non. À 10 ans, j'étais perdu. À quel âge vous avez su? 14 ans, 15 ans. D'accord. Vous étiez très déterminé dans votre voie. Ça s'est imposé comme une évidence. Je ne voulais pas être acteur. Je voulais, quand j'ai découvert cet univers-là, vivre dans un théâtre. C'est quoi, c'est l'atmosphère? Je racontais tout à l'heure que j'ai découvert le théâtre très rapidement par le biais de l'opéra, parce que j'ai découvert La Flûte enchantée, le film que Bergman avait fait de l'opéra de Mozart, qui est situé dans un théâtre, et que donc on habitait Bordeaux à l'époque, à l'opéra de Bordeaux où je pouvais louer des disques d'opéra, que là on m'a repéré pour faire de la figuration, et que j'ai découvert le théâtre un dimanche comme ça après-midi, où je suis rentré dans un théâtre pour la première fois de ma vie. J'avais jamais foutu les pieds dans un théâtre pour répéter, où je faisais un petit garçon qui suivait Falstaff partout. Et là, il y avait le théâtre, il y avait la danse, il y avait les chanteurs, il y avait la sacralisation de l'opéra avec l'orchestre qui joue quand le rideau est fermé, que vous êtes derrière et que vous attendez que ça s'ouvre. Il y avait toute cette cérémonie. Je me suis dit, mais c'est là que je veux vivre. Voilà. C'est beau. Bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus par ici.
Alors Nicolas Briançon, je rappelle que il y a le journal d'une femme de chambre au Théâtre Montparnasse, c'est jusqu'au 22 juillet. Il y a le Monstre Sacré le 25 mai au Théâtre Hébertot. Il y a Double Vue, Flash Double Vue avec Miu Miu le 28 mai à 21h10 sur France 2. Prenez vos stylos parce qu'il y en a. Il y a bientôt Belphégor, mais ça on sait pas quand. Hein, A priori décembre sur HBO Max et 6 mois après sur M6. Et puis il y a le Festival Nava, vous allez lire un texte, entre autres. Et il y a Grignan aussi, le Festival Grignan. de la correspondance où je mets en espace une correspondance entre Tolstoï et Gandhi. Ah, très Car les intéressant, deux Marion ont eu d'Absence. une correspondance, ce qui est assez étonnant parce que moi, dans ma pauvre petite tête, je les situais même pas à la même époque. Bon voilà, on saura tout. Marion d'Absence, je rappelle votre livre, Le yoga des yogis, c'est la face cachée de l'Inde, c'est aux éditions du Cerf. C'est très intéressant et ça déconstruit un peu nos préjugés, globalement, sur le yoga. Merci à tous les deux. Merci à Julien qui réalise pour vous aujourd'hui. Puis je vous retrouve la semaine prochaine. Parlons femmes, samedi 13h30. Bye bye.